Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, chapitre 7, Attitude. Les expériences menées récemment par Merle Lawrence Princeton et Adelbert Hems Dartmouth dans le laboratoire de psychologie de ce dernier à Hanover prouvent que ce que vous voyez lorsque vous regardez quelque chose ne dépend pas tant de ce qui se passe que de l'hypothèse que vous vous faites lorsque vous le regardez. Depuis ce que nous croyons être le vrai monde physique est en fait seulement un monde supposé. Il n'est pas surprenant que ces expériences prouvent que ce qui semble être une réalité solide résulte en fait de prévisions ou d'hypothèses. Vos hypothèses déterminent non seulement ce que vous voyez, mais aussi ce que vous faites, car elles régissent tous vos mouvements, conscients et inconscients, vers l'accomplissement d'elles-mêmes. Il y a plus d'un siècle, cette vérité a été déclarée par Emerson comme suit. Comme le monde est plastique et fluide dans les mains de Dieu, il en est de même de tant de ses attributs. Pour l'ignorant et le pécheur, le monde est du silex. Ils s'adaptent comme ils peuvent, mais à mesure que l'homme découvre en lui le divin, le firmament coule devant lui et prend vie et forme. Votre hypothèse est la main de Dieu moulant le firmament à l'image de ce que vous voulez. Emerson. L'hypothèse du souhait exaucé est la marée haute qui vous soulève facilement au-delà de la barre d'essence où vous avez si souvent échoué. L'attention soulève l'esprit dans la prophétie, dans le plein sens correct du mot. Et si vous avez cette imagination contrôlée et y mettez le plus d'attention qu'il est possible d'atteindre, vous pouvez être sûr que toute votre hypothèse implique que cela se produira. Lorsque William Blake a écrit « Ce qui semble être à ceux à qui il semble être », il ne faisait que répéter une vérité éternelle. Il n'y a rien d'impur en soi, mais seulement pour celui qui estime que quoi que ce soit est impur, pour lui, c'est impur. Romains 14, 14. Parce qu'il n'y a rien de souillé en soi, ou propre en soi, vous devriez supposer le meilleur et ne penser qu'à ce qui est charmant et d'un bon rapport. Philippiens 4, 8. Ce n'est pas un point de vue supérieur, mais l'ignorance de cette loi de prise en charge vous trouvera dans une conviction défavorable. Si vous lisez dans la grandeur des hommes une certaine petitesse dans laquelle vous vous reconnaissez peut-être, ou dans quelques situations ou circonstances. Votre relation particulière à quelqu'un influence votre hypothèse par rapport à cette personne et vous fait voir en lui que ce que vous voyez. Si vous pouvez modifier votre opinion à propos de cette personne, alors ce que vous croyez maintenant à son propos ne peut être tout à fait vrai, mais est seulement relativement vrai. Ce qui suit est une histoire de cas réel, illustrant comment la loi de prise en charge fonctionne. Un jour, une créatrice de costumes m'a décrit ses difficultés à travailler avec un producteur de théâtre de premier plan. Elle était convaincue qu'il la critiquait injustement et rejetait ses meilleures créations, et que souvent il était délibérément grossier et injuste envers elle. Après avoir entendu son histoire, je lui ai expliqué que si elle trouvait l'autre grossier et injuste, c'était un signe certain que c'était elle et pas le producteur qui devait changer d'attitude. Je lui ai dit que la puissance de cette loi de l'hypothèse du vœu exaucé et son application pratique ne pouvait être démontrée que par l'expérience, et que c'est seulement en supposant que la situation était déjà ce qu'elle voulait qu'elle soit, qu'elle pourrait prouver qu'elle pouvait apporter le changement souhaité. Son employeur ne faisait que porter témoignage, lui rendant par son comportement, le concept, l'image qu'elle avait de lui. J'ai supposé qu'il était fort probable qu'elle ne cessait jamais de conversations mentales à son sujet, pleines de critiques et de récriminations. Il n'y avait pas de doute qu'elle discutait mentalement avec le producteur, ce qui pour d'autres personnes consiste à chuchoter en secret. Je lui ai demandé si elle lui parlait mentalement, et, si oui, quel était le contenu de ces conversations. Elle a avoué que chaque matin sur le chemin du théâtre, elle lui disait tout ce qu'elle pensait de lui, ce qu'elle n'aurait jamais osé lui dire en face. L'intensité et la force de ses arguments mentaux avec lui ont établi automatiquement son comportement envers elle. Elle a commencé à se rendre compte que nous créons tous des conversations mentales. Mais, malheureusement, la plupart du temps, ces conversations sont argumentées, à tort ou à raison. Nous n'avons qu'à observer les passants dans la rue pour prouver cette affirmation. Que beaucoup de personnes sont mentalement absorbées par des conversations mentales et que peu semblent en être heureuses. Et que l'intensité même de leurs sentiments doit les conduire rapidement à un incident désagréable qu'ils ont créé eux-mêmes mentalement et qui doit maintenant se réaliser. Quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait, elle a accepté de changer d'attitude et de vivre cette loi fidèlement en supposant que son travail était apprécié et que sa relation avec le producteur était très cordiale. Pour ce faire, elle a convenu qu'avant d'aller dormir la nuit, dans sa façon de travailler et à d'autres moments pendant la journée, elle s'imagine qu'il l'avait félicité pour ses créations fines et qu'elle, à son tour, l'avait remercié pour ses louanges et sa gentillesse. À sa grande joie, elle découvrit rapidement que son attitude était la cause de tout ce qui l'affectait.
Le comportement de son employeur s'est inversé miraculeusement. Son attitude, qui fait écho comme d'habitude, reflète maintenant le changement positif de son nouveau point de vue. Ce qu'elle a fait, c'est grâce au pouvoir de son imagination. Son hypothèse persistante a influencé le comportement de son employeur et a déterminé son attitude envers elle. Avec le passeport du désir sur les ailes d'une imagination contrôlée, elle a voyagé dans l'avenir de sa propre expérience prédéterminée. Ainsi, nous voyons qu'il n'y a pas de fait, mais que ce que nous créons dans notre imagination façonne nos vies et que la plupart des conflits de la journée sont dus au manque d'imagination pour voir la poutre dans notre œil. C'est l'esprit exact et littéral qui vit dans un monde fictif. Comme cette créatrice de costumes, qui par son imagination contrôlée a entamé le changement subtil dans l'esprit de son employeur, de même, nous pouvons, par le contrôle de notre propre imagination et le sentiment dirigé à bon escient, résoudre nos problèmes. Par l'intensité de son imagination et de son sentiment, le concepteur a jeté une sorte d'enchantement sur l'esprit de son producteur et lui a fait penser que ces généreuses louanges provenaient de lui. Souvent, nos pensées les plus élaborées et originales sont déterminées par un autre. Nous ne serons jamais certains que ce n'est pas une femme marchant dans le pressoir qui a entamé ce changement subtil dans l'esprit des hommes, ou que la passion n'a pas commencé dans l'esprit d'un berger, faisant briller ses yeux un bref instant avant qu'il ne reprenne son chemin. William Butler Yeats. Voilà pour ce chapitre 7. Maintenant, je vais vous partager la pensée du chapitre. Vous ne dépasserez jamais vos accomplissements actuels par le sacrifice et la lutte. Voilà, super pensée à méditer. Je vous dis à bientôt. Merci et welcome home. Bienvenue à la maison.